Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous être connectés à ce webinaire présenté par la France Mutualiste ayant pour thème l'assurance vie, les coulisses du rendement 2024 de nos fonds en euros. Vous serez aujourd'hui en compagnie de moi-même, donc David Lombard, responsable ingénierie patrimoniale et financière à la France Mutualiste, mais surtout je suis accompagné ce soir de Pierre Lavie qui est notre directeur des investissements. Bonsoir. Bonsoir Pierre et merci de ta présence. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons voir pendant quelques minutes la France Mutualiste en quelques chiffres pour vous rappeler effectivement comment se compose notre belle maison, notre belle mutuelle, avant d'aborder le sujet pour lequel vous vous êtes vraisemblablement connecté, c'est-à-dire les coulisses du rendement de nos fonds en euros. Et puis, on revisitera effectivement l'intérêt, bien sûr, de la solution qu'est l'assurance vie, donc une solution à la fois pour épargner et transmettre, avant de vous laisser, bien entendu, un temps de réponse pour les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser à l'intérieur du chat. Si on peut y répondre pendant la présentation, on le fera. Et sinon, effectivement, nous accorderons le temps de répondre à quelques questions en fin d'intervention. Et sinon, vous reviendrons ultérieurement. Le webinaire est bien évidemment enregistré. Vous aurez le droit à l'accès d'un replay et n'hésitez pas effectivement à nous solliciter à la fin de l'intervention. Sans plus tarder, du coup, je commence par la France Mutualiste en quelques chiffres. Alors, pour rappel, effectivement, nous avons 58 agences à travers la France, un peu plus de 160 conseillers partout sur ce territoire. Nous sommes également accompagnés au quotidien de 260 bénévoles ambassadeurs qui nous aident effectivement à partager nos orientations et à nous développer. Ils sont effectivement de vrais relais locaux pour être proches de nos adhérents. Vous pouvez rencontrer donc nos conseillers à la fois en agence, mais également bien sûr à votre domicile, les solliciter par téléphone ou encore obtenir un rendez-vous en visio. Désormais, nous avons aussi un site, un espace personnel sécurisé qui facilite normalement l'accès à toutes vos opérations principales. Donc, n'hésitez pas effectivement à l'activer et à l'utiliser au quotidien. En quelques chiffres, je vous disais, pour présenter ou représenter en tout cas la France Mutualiste, il faut savoir qu'en 2024, nous avons atteint un chiffre d'affaires record effectivement de 665 millions d'euros, grâce à vous notamment. Donc on vous remercie ce soir effectivement car ces placements, ce sont bien sûr les vôtres. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 226 000 adhérents pour un peu plus de 263 000 contrats. La France Mutualiste aujourd'hui, c'est un peu plus de 9 milliards d'actifs, pour près de 1,5 milliard de fonds propres, ce qui témoigne de notre solidité et de ce ratio que vous voyez qui s'appelle le ratio de solvabilité qui est de plus de 250%. Ce ratio de solvabilité, c'est finalement notre capacité à pouvoir rembourser l'argent que vous nous avez confié, Donc, ce qui veut dire qu'on a effectivement une situation financière solide, confortable, qui s'exprime d'ailleurs à travers notre fonds en euros qu'on va vous présenter ce soir. Ces contrats et ces qualités, finalement, sont régulièrement récompensés par la presse. On a bien sûr des taux de rendement qui figurent parmi les meilleurs du marché. Je pense que vous avez pu le comprendre à la fois en vous inscrivant ce soir et à la fois parce que vous voyez aujourd'hui, soit dans la presse écrite, soit effectivement à la télé ou sur les ondes radio. Mais sans plus tarder, on va aborder le sujet qui nous intéresse et pour lequel je suis sûr vous êtes impatients d'avoir les recettes finalement, je dirais, de Pierre et de ses équipes, si je peux me permettre. Je vais juste faire un petit peu de teasing avant de lui passer la parole et vous expliquer effectivement quels sont les atouts principaux de nos fonds en euros et pourquoi d'ailleurs on dit nos fonds en euros. Alors c'est une petite subtilité, et vous savez effectivement qu'on distribue principalement un contrat d'assurance vie qui s'appelle Acte Épargne 2. Nous avons bien sûr également d'anciens contrats d'assurance vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle finalement notre actif général, c'est-à-dire qu'ils partagent tous le même fonds en euros, qui délivre la performance que vous avez année après année. Et puis, on a une petite particularité, mais qui est commune à n'importe quel établissement, c'est LFM Perform, notre contrat PER, plan d'épargne retraite individuel, qui lui, effectivement, bénéficie d'un fonds en euros cantonné. Et ça, c'est la législation qui l'exige. Et c'est pour ça qu'effectivement, on parle de nos fonds en euros et pas uniquement de notre fonds en euros, même si, bien sûr, les caractéristiques et les modes de gestion sont finalement communs un petit peu à tous. Alors, cet investissement fonds en euros, il est ouvert à chacun, 100% accessible.
Pas de contrainte d'investissement d'unité de compte, c'est important. Le fonds en euros, vous verrez, est largement diversifié. C'est vraiment notre marque de fabrique et je pense les spécificités qui font notre succès et surtout qui fait que la performance est solide. Solide comment? Eh bien, si on prend un exemple, à travers ces 3 années écoulées, nous avons pu offrir un rendement net de 9,70% à l'ensemble de nos adhérents. Donc, nous en sommes très fiers. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on arrive à faire ça, avec des plus-values pour la poche action que Pierre représentera, et puis un patrimoine immobilier robuste. Et tu t'en feras aussi, je pense, de quelques mots. J'apporte une petite précision avant de vraiment passer la main. Il ne faut pas oublier que notre fonds en euros est également un fonds en euros durable. On intègre dans les motifs de sélection des critères environnementaux, sociaux et conformes à une réglementation bien précise en la matière. On exclut du coup des secteurs en opposition à nos valeurs qui sont néfastes à l'environnement ou à la société. Et donc du coup, on applique des critères très rigoureux de sélection, plutôt effectivement de façon très vertueuse afin d'améliorer la performance de notre contrat. Tout ça, vous l'avez vu dans la presse, on est plébiscité, on est très heureux, on a de beaux rendements, beaucoup d'articles, et sans plus attendre, je passe la parole à Pierre. Merci David. Alors, je vais essayer un petit peu d'être le plus clair possible ce soir pour vous expliquer un petit peu de quoi est constitué le fonds en euros et puis un petit peu les coulisses de son rendement. Alors, déjà, de quoi est constitué le fonds en euros? Le fonds en euros est constitué de l'actif général de la France mutualiste qui est segmenté en 3 grands blocs. Le premier grand bloc, c'est celui qu'on appelle les produits de taux. Il est constitué majoritairement d'obligations. Et les obligations, c'est quoi? Les obligations, ce sont de la dette d'entreprise ou bien de la dette d'État. Donc, toute cette poche, c'est une poche que nous gérons en direct avec vraiment la main mise dessus sur tous nos investissements au jour le jour. Et une petite partie de cette poche aussi est constituée de dettes convertibles ou de dettes non cotées. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur la partie non cotée. Donc ça, c'est le premier grand socle du fonds en euros. Le deuxième, c'est l'immobilier, qui représente quasiment 17% fin 2024. Et le troisième grand socle, c'est les actions, quasiment 16% en 2024 et notamment 13,5% dans la part actions cotées et puis une autre petite partie sur des actions non cotées que vous pouvez voir ici notées private equity. Mais on y reviendra aussi un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par la grande poche. Le premier grand socle du fonds en euros, c'est la partie obligataire. Alors, cette partie obligataire, il faut vraiment le voir comme le moteur de rendement du fonds en euros. Et qu'est-ce que je vous invite à regarder sur ce slide? Eh bien, ce graphique qui peut paraître un petit peu barbare. Ouais, j'allais te le dire, Pierre. C'est vrai que ça peut un peu effrayer. Vous n'êtes forcément pas habitué à voir ce type de notion, mais vous allez voir que ça a véritablement son intérêt. Voilà. Donc, sur ce graphique, on va d'abord commencer par regarder la ligne bleue. Cette ligne bleue, c'est quoi? En fait, c'est finalement notre niveau de réinvestissement année après année sur les marchés obligataires, que ce soit en obligations d'entreprise ou en obligations d'État. Et l'autre ligne à regarder, en fait, c'est la ligne qui est rouge pointillé, qui est le taux sans risque, en fait, ou bien les obligations d'État qu'on trouve sur le marché, qui est, ici, c'est le Bund, et le Bund, c'est quoi? C'est le 10 ans allemand. Donc, qu'est-ce qu'on constate déjà? C'est que certaines années, ces obligations d'État ont été très proches de zéro, voire négatifs, très proches de zéro de 2016 à 2019 et négatifs de 2019 jusqu'à 2021. Et nous, par notre particularité de ce fonds, de cette poche obligataire majoritairement investie en fait en obligations d'entreprise, la répartition c'est à peu près 80-20. On a réussi année après année à maintenir un niveau de réinvestissement très intéressant. Si on prend typiquement, on peut regarder les flèches jaunes qu'on voit sur le graphique. Si on prend l'année 2020, les obligations d'État étaient négatives en très grande partie, que ce soit allemande, voire quasi négative sur les obligations françaises. Eh bien, nous, on a réussi, par notre allocation de cette poche obligation,
a généré un rendement d'achat, effectivement, sur cette année de quasiment 2%. Donc, globalement, année après année, finalement, nos achats obligataires, qui sont le moteur de notre fonds euro, génèrent à peu près quasiment 2% de rendement supplémentaire par rapport au à ce taux qui se pratique sur le marché. Voilà. Et c'est ça que je trouve très intéressant, Pierre, c'est qu'effectivement, alors il faut se remettre dans le monde, je dirais presque d'avant, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, on avait des taux négatifs et souvent, je pense que vous, épargnants, vous entendiez à la télé parler du fait que la France, l'Allemagne ou quelques autres pays, effectivement bien notés, empruntaient à des taux négatifs et on voit que nous, pendant cette période, on arrivait quand même à maintenir finalement des achats, je dirais, à bon compte pour les obligations. Et du coup, ce qui nous a permis de maintenir un certain taux de rendement là où, quelque part, on aurait pu presque délivrer du zéro, quoi. Exactement. Voilà. Donc, on maintient du rendement. Et puis, chose intéressante, c'est qu'en investissant majoritairement sur de l'obligation d'entreprise, on diversifie aussi cette poche, tant d'un point de vue sectoriel que géographique, et ce qui permet aussi de diminuer le risque de la poche obligataire. Et puis est arrivé finalement ces dernières années les hausses des taux à partir de 2022. Et comme on peut le voir sur le graphique, eh bien, ces 3 dernières années, on a réinvesti à quasiment plus de 4% depuis 2023 sur cette poche action. Ce qui nous laisse entrevoir, donc du coup, potentiellement de belles perspectives pour le futur. Voilà, en tout cas, on voit qu'on a retrouvé des couleurs sur les rendements obligataires. Et si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, donc du coup, effectivement, vu que c'est une des composantes essentielles de nos rendements du fonds en euros, c'est plutôt satisfaisant et porteur, je dirais, presque d'espoir, ou en tout cas de continuité de ce qu'on fait. C'est ça. On a pu remplir cette poche de très bons rendements, à très long terme. Donc, du coup, c'est une poche qui générait déjà beaucoup de rendement à l'époque en relatif par rapport à ce qui se trouvait sur le marché et qui continue de le faire. Donc, on est sur une très, très bonne tendance. Si on prend le deuxième grand socle, c'est la poche action. Alors, cette poche action, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte à la fois du rendement, mais de la plus-value. Alors, du rendement, pourquoi ? Parce que nos actions sont investies en Europe majoritairement, mais aussi un peu sur le monde. Si on reprend un petit peu, là vous voyez à droite sur le slide, le CAC 40 a fait une performance de quasiment moins 2% sur l'année passée, quand l'indice européen, l'Eurostoxx, fait à peu près 8%, et les indices américains, un peu plus de 20%. Donc, notre allocation action en partie Europe et américaine nous permet de générer finalement année après année un supplément de rendement important pour le fonds en euros avec une performance quasiment à 2 chiffres. Puisque si on regarde l'année 2023, on a généré à peu près 18,6% et puis un peu plus de 13% sur l'année 2024. Il faut voir aussi que ces actions, cette part, cette poche du fonds en euros a été investie depuis très longtemps en actions et on a en fait un stock de plus-value latente importante, et donc c'est ce qui fait la qualité de notre actif général et donc la qualité du fonds en euros, puisqu'on a des richesses latentes importantes dessus. Et malgré que on arbitre un petit peu régulièrement cette poche, où on prend effectivement soit des plus-values, soit des dividendes, eh bien, elle ne cesse de croître d'année en année. Les plus-values sont toujours de plus en plus importantes et typiquement sur l'année 2024, cette poche d'actions, les plus-values augmentent encore de plus de 6,5%. D'accord, donc du coup c'est assez intéressant puisque on voit bien qu'ici tu appliques un peu ce que la plupart de nos conseillers sans doute vous communiquent, c'est-à-dire de diversifier effectivement vos investissements. On voit bien qu'on a une poche finalement action également à l'intérieur du fonds en euros. Ça, je ne suis pas sûr qu'effectivement tout le monde en ait conscience, même si on garantit du coup quand même nous la performance et le rendement, en tout cas dans une certaine mesure, oui, à l'intérieur pour finalement apporter de la profitabilité. On applique cette diversification que tu nous expliques ici. Ça ne doit pas être quelque chose de simple, effectivement, de sélectionner les actifs, mais en tout cas, on voit bien qu'en 2024, finalement, il fallait peut-être pas faire du franco-français pour les raisons qu'on connaît, et que diversifier un peu, sans doute, les secteurs,
peut-être aussi la géographie, tout ça, Oui, c'est un peu essentiel. Donc, dans notre sélection de gérants et de fonds qui constituent cette poche action, on a différentes stratégies et ce qui nous permet finalement, en fait, d'année après année, de générer toujours de la performance malgré le fait que certains marchés laguent un peu d'une année sur l'autre. Tout à fait. Et on voit en tout cas ici que c'est assez satisfaisant pour la performance de notre fonds en euros. Et enfin, le troisième grand bloc, avant qu'on parle un petit peu de nos côtés, c'est l'immobilier qui constitue, pour la France mutualiste, un socle de stabilité et de plus-value importante, puisque ça, c'est vraiment quelque chose d'historique à la France mutualiste. On y reviendra, je pense, mais voilà. Je repréciserai pourquoi. On a une allocation assez importante en fait dans l'immobilier et de l'immobilier très particulier puisqu'en fait on est investi dans les beaux quartiers parisiens, dans l'ouest parisien majoritairement. On a très peu ou quasiment pas fait en fait d'immobilier de bureau qui a véritablement souffert ces dernières années. Et nous, on reste uniquement sur du résidentiel parisien qui se comporte très très bien. Mais ça, je pense que c'était un peu le concept, je dirais presque de bon père de famille, effectivement, des fondateurs de la mutuelle. Hein. On rappelle qu'on est une mutuelle d'origine militaire, en tout cas, et qu'effectivement, on a ce fameux contrat, la retraite mutualiste de combattants, qu'ont certains de nos adhérents, pour qui on apporte aussi de la performance à travers la participation aux excédents. Et finalement, c'est vrai que eux, leur logique initiale, hein, il y a de ça un peu plus de 100 ans, c'était finalement de se dire, bon, je vais plutôt être investi à Paris, plutôt dans des lieux de vie, là où on peut effectivement s'installer paisiblement et être sur une stratégie effectivement plutôt de long terme. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'immobiliers, si je ne me trompe pas, qui sont autour de points névralgiques comme école militaire, voilà, ce type d'endroits comme les Invalides ou autres. Et finalement, à raison, c'est vrai que tu le disais, l'immobilier de bureau a beaucoup souffert. Pour certains détenteurs effectivement de produits comme les SCPI, on voit bien que les actifs ne sont pas tous garantis, ou en tout cas sont tous soumis à une certaine fluctuation et qu'il y a des immobiliers qui sont un peu plus stables que d'autres et c'était un peu la richesse de notre portefeuille qui contribue. Donc du coup, si je comprends bien, encore une fois, la dynamique de notre fonds en euros. C'est ça, puisque ça nous apporte effectivement une récurrence de loyer et puis des richesses assez importantes et ça fait effectivement la grande qualité de notre actif général et donc de ce fonds en euros. Et ça peut arriver qu'on soit amené à vendre ou pas un bien de notre portefeuille, du coup. Est-ce qu'on est seulement, on gère le stock ou est-ce que ça nous arrive effectivement de temps à autre Non, effectivement, on roule un petit peu les appartements qu'on peut avoir et puis on réinvestit sur d'autres, mais la thématique reste toujours la même. Toujours. Ok, intéressant. Merci Pierre. Et enfin, on va parler un petit peu de non-cotés. Alors, cette poche de non-cotés, au tout début, dans les trois grands socles que j'ai pu vous montrer sur le fonds en euros, elle se retrouve à la fois dans la partie producto, avec toute la dette non-cotée, et puis dans la partie action, sur ce qui était le private equity, donc de l'action non-cotée. Aujourd'hui, la France mutualiste a un peu plus d'1 milliard d'engagements sur le non-coté, à peu près 450 millions sur le private equity, donc l'action non-cotée, et un peu plus de 600 millions sur la dette non-cotée. Et ça, pour le fonds en euros, ça apporte de nombreux avantages. Ça apporte de la stabilité, premièrement, puisque le non-coté n'est pas impacté par les fluctuations de marché, donc une moindre volatilité, et un supplément de rendement. Et ça, c'est important parce que en fonction de la stratégie choisie sur le non-coté, qu'on investisse sur des fonds de dette seniors ou mezzanine, ou qu'on investisse sur du private equity, de l'action non-cotée d'entreprise ou bien d'infrastructure. Merci pour la traduction, du coup, c'est ce que j'allais te dire pour nos éditeurs de ce soir. Important, effectivement, d'identifier, mais on va y revenir, donc, du coup, sur un peu les pavés de dette que tu illustres ici. Mais donc, private equity, effectivement, c'est de l'investissement non-coté. Donc, il n'est pas coté sur les marchés comme le CAC 40 en action, ou d'autres grands indices en action. Ouais. Et donc, c'est en fonction de la stratégie qu'on choisit, le rendement est plus ou moins important. Mais à minima, il faut voir que cette poche de non-coté génère un rendement de minimum 5% sur les fonds de dette senior jusqu'à un peu plus de 12%. Donc, les rendements qu'on peut voir ici sur ce slide, ce sont des rendements cumulés d'année après année, annuels.
Donc, on voit qu'aujourd'hui, nos investissements sur les actions non cotées d'entreprise génèrent plus de 12% de rendement annuel. Donc, ce qui est pas neutre, voilà, très contributeur, encore une fois, de performance. Si j'illustre juste, en fait, du coup, un petit peu la slide qui est ici, donc on a ce qu'on appelle tu illustres du coup de la dette senior, donc finalement, c'est une dette qui sera prioritairement remboursée, c'est ça, normalement, au sein d'une entreprise? C'est ça, en fait, que ce soit de la dette senior ou junior, donc ici, c'est cité par la dette mezzanine, en fait, c'est la priorité dans lesquelles les dettes sont remboursées en cas de problème financier. Celles qui sont un peu plus sécuritaires, finalement. Exactement. Donc, celles qui sont un petit peu plus juniors et moins sécuritaires vont forcément, du coup... avoir plus de rendement. Voilà. Plus la dette est senior, plus elle est sûre, mais m'importe, moins de rendement. Si par contre, je suis sur ma dette junior ou mezzanine ici, du coup, elle est un peu plus risquée. Donc, du coup, elle met un peu plus, je dirais, rentabilisée par l'entreprise qui a besoin de lever des fonds. Et tout comme pour les actions ou autres, les fonds qu'on sélectionne en fait dans cette poche de non-coté, ne sont jamais des fonds qui sont ce qu'on appelle les first-time funds, des fonds qui sont sur leur première réalisation, le premier levée de fonds. On va toujours chercher des fonds qui ont ce qu'on appelle un track record important. Donc un historique qui est présent et qui permet de rassurer et de se dire, je sais qu'ils vont pouvoir être en capacité de nous rembourser, donc de sécuriser encore une fois l'investissement qu'on fait au nom de nos adhérents. Et puis tout comme les investissements, on priorise la diversification des fonds et des gérants afin que s'il y a un problème sur un fonds, on n'ait pas mis tous nos œufs dans le même panier. Et donc, on constate effectivement ici que les rendements cumulés parlent d'eux-mêmes. Alors, ça, c'est la moindre volatilité et le rendement, c'est une chose. Et puis, la troisième chose de la poche non-cotée, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'investir directement dans l'économie réelle. Donc, comme tu disais, ce n'est pas du tout des actions de grandes sociétés de CAC 40. Au contraire, ce sont plutôt de petites sociétés qui sont situées localement près de chez vous, ou bien des projets d'infrastructures proches de chez vous, typiquement que ce soit sur l'infrastructure verte, des champs photovoltaïques ou éoliens qui sont proches de chez vous. Et des réseaux d'énergie, des choses comme ça. Exactement. Quand on parle finalement d'investissement d'infrastructure, c'est ça. Voilà. C'est qu'est-ce qui compose effectivement l'alimentation en gaz, en électricité, etc. Voilà. Et on est en train de réaliser une grande cartographie de tous ces investissements sous-jacents dans les fonds dans lesquels on est investi en Europe et en France. Qu'on sera très certainement à même de vous mettre à disposition courant de l'année 2025 afin que vous puissiez voir en fait véritablement où est investi l'argent de votre fonds en euros. Finalement, très certainement en fait, à la France mutualiste, j'ai mon épargne, j'ai placé en fonds en euros et quelque part je vais pouvoir visualiser un petit peu où est-ce que cette somme a été placée, où est-ce qu'elle est investie. Voilà, dans la région ou dans le département, très certainement finalement proche de chez vous. Okay. Donc voilà, donc c'est un gros projet. On espère qu'il sortira cette année. Et donc, du coup, effectivement, à travers ces exemples-là, est-ce que tu as d'autres exemples, en tout cas, que tu peux nous expliquer ici? Oui, on va prendre l'exemple assez emblématique qu'on a pu réaliser cette année, qui allie à la fois le côté durable et rendement du non-coté, puisque avec le groupe Malakoff Humanis, on a investi conjointement 100 millions dans un fonds de dette non cotée à thématique biodiversité. Alors déjà, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez innovant, puisque ça n'avait jamais été réalisé. Et puis, cette construction s'est faite avec des acteurs spécifiques de la biodiversité, afin de finalement garantir la bonne exécution de ces investissements d'un point de vue de biodiversité. Donc, ce fonds de dette non coté va financer des entreprises et des projets qui contribuent en fait à restaurer la biodiversité ou qui seront plus respectueuses de la nature. Cet investissement va générer un revenu à peu près supérieur à 5%. Donc là, on retrouve la partie non cotée, le niveau de rendement très intéressant du non coté, et va avoir vraiment un axe biodiversité dans chaque investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et on arrive à allier les deux. Donc si on prend un exemple type de
ce fonds a été créé et le type de projet qu'il pourra financer, puisque ça pourrait être vraiment divers dans tout type de secteur. Là, on va juste en prendre un, ça pourrait être typiquement de l'agrovoltaïsme. Et alors, en quoi ce projet rentre dans ce fonds? L'agrovoltaïsme va donc là permettre de générer de l'énergie, va permettre de faire de la production agricole, va permettre, en faisant ce mix de panneaux solaires au-dessus de cultures, va permettre de la protection des cultures face aux aléas climatiques. Et puis, avec tous les critères qui seront mis en place typiquement dans ce projet, il y aura la non-utilisation de pesticides et la libre circulation des espèces animales. Donc, on voit effectivement que on arrive très vertueux. On est finalement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois un engagement final dans le cadre du fonds en euros à favoriser effectivement des projets de développement durable et en respect effectivement avec la nature et toute sa biodiversité. Donc on allie le durable et puis le rendement en fait sans concession. D'accord. Une question comme ça, puisqu'on parle de performance espérée de 5%, on parle de 100 millions d'euros, donc c'est pas 100 millions d'euros seul, puisque là on fait ça conjointement avec le groupe Malakoff Humanis, donc on a intégré l'année dernière. Donc du coup effectivement on voit que ça permet de faire des projets qui sont intéressants et dans les valeurs mutualistes de nos deux groupes finalement. Est-ce que du coup cet investissement il se fait en une fois? Est-ce qu'il se fait en plusieurs fois? On parle d'un rendement espéré de 5%, c'est tout de suite maintenant, c'est au final? Non, alors effectivement c'est pour ça que sur le non-coté je parle d'engagement, parce qu'en fait sur ces 100 millions, la France Mutualiste prend 20 millions d'engagement et on va être appelé au fur et à mesure sur notre engagement. Donc, le début peut commencer par 500 000 à 1 million. Et en fait, on est appelé sur nos engagements en fonction des projets qui vont être sélectionnés. Donc, on imagine bien que sur notamment un fonds axé sur la biodiversité, il n'y a déjà pas de concessions qui sont faites sur la sélectivité des projets. On ne prend forcément que les meilleurs qui conviennent totalement aux critères qui ont été mis en place. Et donc, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Mais grosso modo, la période d'investissement, c'est à peu près 10 ans. Et Pierre, c'est toi et tes équipes, du coup, qui sélectionnaient les projets ou comment ça se passe? Non. Alors là, nous, on a investi dans ce fonds et ce fonds, il est géré par Siena. Et il y a des équipes totalement dédiées, des gérants sectoriels qui ont été formés à intégrer tous ces critères de biodiversité dans la sélectivité de leurs investissements. Et au fur et à mesure où un projet va matcher avec tous ces critères, eh bien, ils pourront faire les investissements. Ok, écoute, merci Pierre en tout cas pour tous ces détails. J'espère qu'effectivement pour les participants, voilà, ça vous donne un peu plus de vision, je dirais, sur la gestion de notre fonds général. Et puis bien sûr, effectivement, c'est quelque chose qu'on applique aussi, je suppose, aux investissements sur LFM Perform, donc notre contrat PER1, donc plan d'épargne retraite individuel. En tout cas, vous voyez qu'effectivement, il est riche de diversification, ce fonds en euros, qui a des composantes finalement immobilières, des composantes majoritairement obligataires pour apporter de la sécurité, et puis qu'on va aller faire un petit peu d'action à la fois cotée et non cotée pour aller finalement un peu booster la performance. Et on le fait, je pense, avec talent. En tout cas, vous le faites dans les équipes d'investissement avec talent depuis de nombreuses années. On clôt ce chapitre avant et on prendra d'autres questions, bien sûr, à la fin de la présentation. Moi, je reviens au cœur, effectivement, du contrat dans lequel vous investissez. C'est le contrat d'assurance vie. Pour vous rappeler qu'effectivement, l'assurance vie, c'est surtout un moyen d'épargner et de transmettre. Donc, du coup, effectivement, pour cette deuxième partie que je vais faire pendant un petit peu moins d'une dizaine de minutes, et après, on laissera de la place aux questions, bien évidemment, c'est que l'assurance vie, bien sûr, c'est le but d'épargner en vue d'un projet. Le contrat va permettre d'investir donc cette somme d'argent en fonds en euros ou en unité de compte. Donc, je dirais qu'il ne faut pas vous laisser que séduire par le dialogue de Pierre pour le fonds en euros. Effectivement, vous voyez bien qu'on applique de la diversification au sein de celui-ci. Donc, c'est pour ça que souvent, on vous parle de diversification aussi au sein de vos investissements et pas uniquement de fonds en euros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objet, c'est de dynamiser votre épargne, préparer éventuellement votre retraite, participer aussi à l'anticipation de l'avenir de vos enfants ou même de vos petits-enfants. Et là-dessus, voilà, on vous invite régulièrement, en tout cas, à épargner, bien sûr, l'épargne qui vous semble disponible dans un contexte fiscal qu'on va étudier d'ici quelques instants. Vous avez toute flexibilité pour le faire. Et puis surtout, effectivement, on donne toujours un peu de conseils. Il faut, lorsque vous en avez la capacité, à épargner au fur et à mesure en faisant, par exemple, des versements programmés.
Pour rappel, effectivement, donc, lorsque vous investissez sur le contrat au sein de la France Mutualiste, vous avez deux types de gestion, soit la gestion profilée, où là, finalement, c'est la France Mutualiste qui va s'occuper de l'investissement à travers des fonds qui sont sélectionnés, effectivement, pour vous, selon votre profil d'investisseur, c'est-à-dire qu'on va adapter, finalement, la stratégie de placement au risque que vous souhaitez prendre et le risque que vous souhaitez accepter, donc en investissant sur les marchés, ou vous pouvez totalement choisir de le faire de façon libre, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la gestion libre, et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir arbitrer vos placements sur des unités de compte, sur le fonds en euros, et encore une fois, à travers une gamme qui est sélectionnée par nos équipes d'experts, et dont notamment, effectivement, les équipes de Pierre ici présents. Petit zoom du coup sur cette gestion profilée, en tout cas que je vous ai évoqué dans les deux modes d'investissement que vous avez à votre disposition. Pour rappel, nous avons 4 possibilités d'investissement à travers cette gestion profilée, donc 4 profils de risque différents en fonction du niveau d'investissement que vous souhaitez sur les marchés financiers. Donc soit le fonds prudent, soit l'équilibre, soit le dynamique, où là vous allez être investi à hauteur de 25%, 50% ou 75% en unité de compte. Et puis un profil un peu atypique qui s'appelle le profil volatilité contrôlée, sur lequel on a un fonds dédié qui s'appelle LFM Action de Monde Volatilité Contrôlée à hauteur de 40%. Pour rappel, et ça c'est important, effectivement, les unités de compte qui composent les profils engagés sont 100% labellisés, donc soit investissement socialement responsable, soit Greenfin, soit encore Financel, Label Relance et d'autres. Donc encore une fois, sur ces profils, on applique les mêmes principes que finalement sur le fonds en euros, un engagement sur les thèmes de demain et le soutien aux enjeux de développement durable. Il faut savoir que chaque profil, du coup, est rééquilibré automatiquement et sans frais, et ça, une fois par an. Enfin, 2 fois par an, puisque c'est une fois chaque semestre, et surtout sans frais. Petit zoom sur la fiscalité. Donc, il faut rappeler effectivement que pour l'assurance vie, vous avez 2 étapes finalement. Le principal, et bien sûr ce qui nous intéresse, la fiscalité en cas de rachat, c'est-à-dire que votre contrat finalement est là pour vivre, on l'a dit, est là pour finalement créer l'épargne disponible au moment du besoin et du projet, de la réalisation de celui-ci. Et il faut savoir qu'il se fait dans un cadre fiscal extrêmement favorable, puisque vous allez pouvoir récupérer vos fonds à tout moment, que ce soit par un rachat total, partiel, voire des rachats programmés, si par exemple il accompagne votre étape de retraite. Et bien sûr, effectivement, seule la plus-value à ce moment-là va être sujette à imposition. La taxation, en revanche, va dépendre du montant de vos versements et de la durée de détention de votre contrat. C'est pour ça que souvent, en termes d'assurance vie, on vous conseille de prendre date, donc d'ouvrir votre contrat au plus tôt. Si vous êtes épargnant en France Mutualiste, c'est sans doute qu'effectivement vous avez pris cette fameuse date, soit récemment, soit il y a de ça plusieurs années. Et il faut savoir qu'effectivement, la fiscalité va différer en termes de rachat en fonction des dates de versement que vous avez réalisées. En règle générale, et je le fais de façon simple ici, il y a 2 dates à aujourd'hui et depuis septembre 2017 qu'il faut retenir, c'est que soit le contrat a moins de 8 ans et auquel cas vous serez soumis sur les intérêts, donc la plus-value effectivement de votre contrat à hauteur de 12,8% plus les prélèvements sociaux de 17,2%, soit effectivement votre contrat aura alors plus de 8 ans et auquel cas vous pourrez bénéficier, si les versements sont inférieurs à 150 000 €, d'une fiscalité améliorée puisque vous ne serez taxé qu'à hauteur de 7,5% ou toujours effectivement avec l'option pour l'imposition sur le revenu plus les 17,2% de prélèvements sociaux, mais après abattement pour les 7,5% de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple. Donc vous voyez bien effectivement ici qu'on a un cadre fiscal qui est favorable pour se dire j'ai un projet, j'épargne et quand j'aurai besoin de cette somme, je pourrai les retirer dans un cadre fiscal qui est avantageux. Ça, c'est extrêmement important. La fiscalité d'essai, c'est aussi pour ça effectivement souvent qu'on a recours effectivement au contrat d'assurance vie. C'est un moyen de transmettre effectivement à ses proches des sommes et dans un cadre fiscal optimisé. Donc là, cette fois-ci, effectivement, il y a à la fois la fiscalité qui s'applique et puis aussi, de façon un peu astucieuse, la rédaction, je dirais, de la clause bénéficiaire sur laquelle je vais vous redonner quelques conseils. Donc ici, il faut également tenir compte de l'âge de l'assuré au jour du versement et du régime applicable. Alors, il y a bien sûr des petites subtilités. Ici, je fais finalement les grandes lignes de la fiscalité en cas de décès au nom, effectivement, de la transmission du capital.
deux choses l'une. Soit vous avez fait vos versements avant 70 ans, et auquel cas vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire désigné. Au-delà et jusqu'à 700 000 €, vous serez taxé à hauteur de 20%, puis au-dessus des 700 000, vous aurez une taxation de 31,25%. Et ça, c'est l'article 990I du CGI qui nous le rappelle. Pour vos versements de plus de 70 ans, et là, vous avez un véritable intérêt encore à le faire. C'est-à-dire que pour battre un peu une idée préconçue, on se dit souvent qu'après 70 ans, c'est plus la peine de faire de l'assurance vie. Eh bien, c'est faux. Encore une fois, vous avez droit à un abattement cette fois-ci pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 €. Donc, c'est-à-dire que vous ne serez pas taxé effectivement à hauteur de cette somme placée. Et puis, surtout, vous aurez une exonération des intérêts et des plus-values. Donc ça, c'est extrêmement important parce que quand vous avez 70 ans, vous avez encore une espérance de vie qui est extrêmement longue. Et donc, effectivement, bah oui, vos sommes seront placées, seront investies, seront valorisées, que ce soit à travers le fonds en euros qu'on vous a présenté ou à travers les unités de compte. Eh bien, ces plus-values, ces intérêts ne seront pas fiscalisés. Bien sûr, le surplus qui sera versé au-dessus des 30 500 € et en dehors des intérêts, lui, sera soumis au droit de succession. Sur la partie gauche, en tout cas de la slide, on vous a mis quelques cas d'exonération. C'est vrai qu'il faut rappeler que le conjoint ainsi que le partenaire de PACS, effectivement, survivant à l'assuré décédé, ne sont pas taxés. Il y a également les associations reconnues d'utilité publique et puis dans certains cadres, les frères ou les sœurs qui peuvent effectivement bénéficier d'une certaine exonération. Petit rappel de rédaction sur la clause bénéficiaire, puisque si vous l'avez compris, dans le cadre de la transmission, il faut que cette clause bénéficiaire représente absolument vos volontés. Elle est modifiable à tout moment, donc c'est pour ça que nos conseillers reviennent régulièrement vers vous pour la mettre à jour, surtout si votre situation a changé. Donc, quelques précautions à observer, qui sont assez simples finalement. Toujours avoir une rédaction qui est claire et précise, prévoir plusieurs bénéficiaires, en distinguer la qualité et potentiellement l'identité, prévoir plusieurs rangs, bien entendu, donc le fameux à défaut, donc j'ai peut-être mon conjoint en premier rang, à défaut mes enfants, à défaut mes petits-enfants, et puis prévoir ce qu'on appelle communément une clause dite balai, c'est-à-dire que une fois qu'on a prévu effectivement certains bénéficiaires, hélas, parfois il y a certains faits de vie, et donc du coup, pour éviter que cet argent ne retombe dans la succession, il vaut mieux terminer effectivement sa clause bénéficiaire par la mention à défaut mes héritiers. Bien sûr, vous pouvez préciser quelques conditions à cette clause. Je pense notamment à ce qu'on appelle les clauses démembrées ou d'autres choses effectivement du genre. Et puis surtout, pensez à prévoir une répartition qui est claire, soit par parts égales, soit par pourcentage. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement en quelques minutes, et si je ne me trompe pas, on va passer au temps des questions. Donc du coup, on va rebasculer effectivement sur celles qui nous ont été poussées, et puis on va voir si effectivement le placement en assurance vie, du coup, et à travers le fonds en euros, vous a inspiré. D'ailleurs, il y a une petite question, en tout cas, que je n'ai pas posée. On a vu que le livret A, donc je vais ouvrir le bal des questions finalement, et peut-être à l'attention de Pierre, on a vu que le livret A avait baissé 2,4%, si je ne me trompe pas, au 1er février. Donc finalement, nous, aujourd'hui, on a fait du 3,60. Si j'enlève la fiscalité, on n'est pas loin des 3%, donc c'est plutôt intéressant d'aller reverser. Mais du coup, effectivement, on entend aussi parler des fois de baisse de taux. Est-ce que ça va impacter finalement le rendement du fonds en euros de la France mutualiste ? Alors, effectivement, si les taux de la BCE baissent, les rendements globalement vont baisser. Mais ce sera aussi le cas pour le livret A, puisque s'il a baissé de 2,4% là au 1er février, il est aussi possible qu'il continue à baisser dans l'année. En revanche, ce qui est intéressant, il faut voir, c'est l'inertie que peut avoir notre fonds en euros, et notamment la poche obligation. Donc cette poche obligation est investie année après année. Il faut voir qu'on a fait quand même de très très gros réinvestissements sur cette poche ces 3-4 dernières années. Donc en fait, finalement, dans ces 3-4 dernières années, on a investi majoritairement à très long terme sur des rendements très élevés. Donc ces rendements vont continuer à persister dans les années à venir. Maintenant, ce qui va arriver à échéance cette année ou l'année prochaine, effectivement, on va le réinvestir à des niveaux moins intéressants que l'ont été ces dernières années. Mais finalement, ce n'est pas parce que les taux vont baisser ces 2 prochaines années que le rendement en fait, de cette poche obligation va baisser tout autant. Au contraire, si elle baisse, effectivement, ce sera peut-être un petit peu,
mais ce ne sera pas du tout dans la même proportion, puisqu'il y a en fait une véritable inertie qui est dans cette poche. Et puis après, comme on l'a vu tout à l'heure, de toute manière, on arrive par l'allocation qu'on a choisie à réinvestir à un niveau bien plus intéressant que le rendement des obligations et puis de livret A actuellement, qui lui effectivement est un peu réglementé aujourd'hui. Et du coup, il y a une question qui est en lien avec celle que je viens de te poser, donc celle d'un auditeur, qui nous demande effectivement si on a obtenu ces taux. Et on n'en a pas parlé, effectivement, en allant piocher effectivement dans les réserves pour gonfler artificiellement finalement le taux. Alors j'explique un petit peu pour les auditeurs qui effectivement n'auraient pas connaissance en fait de ce qu'on appelle les réserves. Donc il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui, des équipes génèrent finalement des profits sur les sommes qui nous sont confiées. On sert un taux de rendement du coup à nos adhérents, donc l'intégralité de nos adhérents. Alors il faut savoir qu'effectivement sur les bénéfices techniques et financiers, on a effectivement des obligations de reversement dans les 8 ans qui suivent. Mais bon, on a des obligations de l'ordre de 85 à 90%. Et donc finalement, on fait des réserves sur le reste. Et là, la question, c'est est-ce que le reste, finalement, on l'a également servi ou est-ce qu'on en a mis de côté voilà. Donc ça, c'est peut-être c'est comme ça que se formule finalement la question. C'est très, très simple à répondre. C'est pas du tout. En fait, sur l'année 2023, c'est pas du tout. On n'a pas du tout pioché dans les réserves. Et puis, en fait, même sur l'année 2024, on a réussi à doter un petit peu ces réserves. Donc, on les a même augmentées. D'accord. Très bien. Donc, du coup, effectivement, le taux qu'on vous a servi, et je crois que ça fait extrêmement longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas pioché dans nos réserves, c'est vraiment tout le talent de la gestion à la France Mutualiste, puisqu'on ne touche pas à nos réserves, on distribue effectivement des performances, on continue à en mettre de côté aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est toute la qualité de gestion. Il y avait une question du coup sur la BCE et la baisse des taux, mais tu y as répondu par mon intermédiaire. On nous demandait quand même par ailleurs s'il y avait des obligations dans d'autres pays que les États-Unis. Dans d'autres pays que les États-Unis, alors déjà, sur les obligations, on est quand même majoritairement investi en Europe. Voilà. Les États-Unis font partie de nos investissements, mais puisqu'on investit en euros, effectivement, la plupart des entreprises qu'on va financer, ce sont quand même des entreprises européennes ou bien des entreprises américaines qui vont venir émettre en fait sur le marché européen. Après, il nous arrive, et ça c'est des choses qu'on a pu faire il y a quelques années, aller chercher des obligations plus rentables en dollars, sur lesquelles on a fait un swap pour finalement revenir sur un rendement euro bonifié. Donc mais ça, c'est effectivement à la marge, et puis c'est lorsque les taux sont plus bas, chose qu'on n'a absolument pas besoin de faire aujourd'hui. Ok. Très bien, merci Pierre. J'essaye de balayer du coup les questions un petit peu au fur et à mesure qu'elles ont été présentées. Puis on arrive effectivement aussi en fin de webinaire. Alors on nous demande, et celle-ci, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre entre guillemets, puisque c'est quelle zone géographique ou quel secteur va-t-on privilégier en 2025? Donc là on est plus sur de la macro, on est plus effectivement sur des perceptions d'investissement. Donc je ne dis pas que tu vas nous livrer toutes tes recettes. Est-ce que, alors c'est pas des tips finalement, mais qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui du contexte actuel sur les marchés? Est-ce que, et je pense qu'à travers cette question, c'est est-ce qu'il vaut mieux être investi aux États-Unis? Est-ce qu'il vaut mieux être investi en Europe ou ailleurs? Voilà. Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule en tout cas. On aimerait bien avoir la réponse. On aimerait bien d'ailleurs avoir la réponse et si possible les chiffres de l'auto en même temps. Alors je pense que ce qui est à noter, c'est véritablement, en fait, finalement, comme chaque année, c'est la diversification, que ce soit tant sur la poche obligation que action, que ce soit nous qui gérons en direct la poche obligation ou la poche action. Finalement, l'important, c'est d'être investi vraiment sur tous les secteurs et puis d'un point de vue aussi géographique, un petit peu partout. Puisque effectivement, si on le voit, ce début d'année est majoritairement favorable aux actions européennes qui sont en train de faire un rattrapage, puisque potentiellement il y aura des baisses de taux de la BCE, et donc ça va favoriser les actions européennes. Après, il faudra quand même être vigilant, parce que effectivement la croissance dans la zone euro est quand même plus faible qu'ailleurs. On ne sait pas véritablement comment certaines entreprises vont le traduire dans leurs résultats au fur et à mesure. Et puis d'un autre côté, on a aussi aux États-Unis une certaine euphorie qui s'est passée sur la fin de l'année dernière et des valorisations d'entreprises qui sont très très élevées.
Et ce pourquoi, en fait, finalement, ce début d'année est peut-être un petit peu moins performant aux États-Unis que ne l'a été en cette fin d'année. Et puis, il y aura, en fait, surtout une très, très forte volatilité qui devrait arriver notamment sur le marché action aux États-Unis avec toutes les grandes phrases que pourra prononcer J'allais dire les Trump, effets d'annonce effectivement voilà, de sur Donald Trump quoi que ce soit. et qui peut avoir un impact du coup effectivement. Voilà. Donc il n'y a pas d'allocation cible sur cette année. Je pense que ce sera effectivement une année très volatile et il faudra naviguer à travers tout ça. Ok, merci en tout cas d'avoir pris, je dirais, le pari de répondre. Et encore une fois, c'est pas une recette miracle. On n'a pas du coup effectivement la prédiction de ce qui va se passer sur les marchés, mais c'est vrai que voilà, en ce début d'année, on a noté un rattrapage du marché européen et puis finalement une attente un petit peu de ce qui va se passer à l'égard de l'arrivée au pouvoir effectivement du président américain. Une question qui me demandait effectivement qui nous demandait en fait comment étaient calculés les intérêts du fonds en euros. Alors je pense qu'à travers cette question effectivement, est-ce qu'on peut les voir, il y a cette question de se dire voilà comment évolue le contrat. Il faut savoir que sur un contrat d'assurance vie, sur le fonds en euros, la valorisation est quasi quotidienne. Alors vous ne voyez pas forcément effectivement cette valorisation de vous sur le contrat. En tout cas, il faut se rappeler que la rémunération, en tout cas d'un contrat d'assurance vie, est ce qu'on appelle prorata temporis. Donc c'est au prorata du temps passé sur le contrat. En revanche, et ça c'est un petit conseil important, c'est marqué dans notre règlement mutualiste, mais effectivement pour percevoir par exemple une rémunération en cours d'année, il ne faut pas clôturer le contrat. Donc si vous avez investi par exemple chez nous, je dirais une somme comme 10 000 euros effectivement sur un contrat d'assurance vie, si effectivement à l'émergence finalement d'un projet, vous êtes amené à devoir retirer les sommes, n'oubliez pas de laisser effectivement le contrat ouvert pour pouvoir bénéficier de la rentabilité sur cette première moitié d'année. Ça c'est effectivement quelque chose d'important. Pour conclure, je vais prendre une question qui n'avait rien à voir du coup avec les coulisses du fonds en euros, mais qui a trait effectivement à ma dernière slide sur les clauses bénéficiaires. On nous parle effectivement de clauses bénéficiaires dites à option, et est-ce qu'effectivement donc là, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sophistication au travers des clauses bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Il faut faire effectivement attention à ces, je dirais, parfois entre guillemets montage, ou en tout cas rédaction. Il faut effectivement vous faire accompagner pour qu'elle puisse justement éviter d'être requalifié fiscalement. Par exemple, lorsqu'on désigne effectivement au sein d'une clause un bénéficiaire à travers les montants d'abattements fiscaux, effectivement, l'administration fiscale peut y voir d'un mauvais œil l'investissement que vous avez fait et il vaut mieux éviter ce type de rédaction. Voilà. Mais là, encore une fois, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de vos conseillers mutualistes pour qu'ils vous accompagnent, du coup, effectivement, dans la rédaction de ces clauses. Nous avons terminé en tout cas ce webinaire, on est dans les délais, je suis désolé parce qu'il y avait vraiment tout un lot de questions qui étaient assez intéressantes, mais je crois qu'on pourrait y passer la soirée. Donc je vous remercie à tous en tout cas de vous être connectés aussi nombreux. N'hésitez pas effectivement à revoir le replay et à reposer des questions par l'entremise effectivement, je dirais soit de votre espace personnel, soit à travers vos conseillers. Nous serons ravis effectivement d'y répondre. Et puis encore une fois, on espère que ce moment passé avec nous vous a plu et en tout cas vous a donné un peu plus d'éclairage sur les investissements que vous faites au quotidien. Une nouvelle fois, on vous dit merci. Je vous ai mis à l'écran effectivement une slide, je dirais, relative au parrainage. Il faut savoir que si vous êtes heureux et satisfait des conseils qui vous sont livrés à la France Mutualiste et ainsi que la rémunération qui vous est apportée, et voilà, vous avez le droit d'être parrain, vous avez le droit d'en parler à vos proches. Et au contraire, on vous demande d'en parler à vos proches, donc n'hésitez pas. Et auquel cas, effectivement, vous aurez une offre dont vous pourrez bénéficier, donc au choix, soit en intégralité pour votre filleule, soit dans un mode de partage entre vous et votre filleule. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Pierre. Merci.